Alors, merci Julia pour cette question. Julia, je suis complètement d'accord avec vous. Le logement, ça ne devrait pas être l'objet d'un profit. Ça ne devrait pas être l'objet d'un marché sur lequel on spécule, parce qu'un logement, avoir un toit sur la tête, un logement digne, c'est la base pour avoir accès aux autres droits de la vie. C'est la base pour avoir accès au droit à la santé, une bonne santé quand on a un toit sur la tête. On peut aller travailler, on peut emmener ses enfants à l'école, on peut se projeter. Et aujourd'hui, il y a 700 000 sans-abri en Europe. Si on compte l'ensemble des logements qui sont vides, des bâtiments qui sont vides partout dans l'Union européenne, on aurait largement de quoi les loger. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'Union européenne, quand elle a été créée avec au cœur le dogme, en quelque sorte, du marché, de la concurrence. Et on a considéré que le logement, ce n'était pas un droit fondamental, mais c'était un marché. Le problème, c'est que ça a souvent été une entrave au fait que les gens aient un toit sur la tête. Il y a un certain nombre de politiques de l'Union européenne qui ont empêché qu'on construise suffisamment de logements pour permettre à toutes et tous ceux qui en avaient besoin d'en avoir un. Je vous cite comme ça quelques exemples. C'est les règles concernant les aides d'État. Quand vous êtes un État membre de l'Union européenne, vous ne pouvez pas investir dans la construction de logements publics comme il y en aurait besoin, parce qu'on va considérer que vous faites de la concurrence déloyale au parc privé. Et donc ça, le problème, c'est que du coup, ça crée un décalage entre l'offre et la demande de logement. Il y a beaucoup plus de demandeurs de logement qu'il y a d'offres, ce qui fait que ça exclut toute une partie des personnes qui veulent un logement de la possibilité d'y avoir accès, et ça crée notamment du sans-abrisme. Il y a également d'autres règles qui, d'ailleurs, ont été suspendues lors des dernières années, qui restreignent la capacité des États membres à investir dans le logement. C'est par exemple la règle des 3%. Quand vous êtes un État membre de l'Union européenne, vous ne pouvez pas dépasser les 3% de déficit. Et bien souvent, ça, c'est un frein à l'investissement, comme il y en aurait besoin dans le logement social. Et il ne faut surtout pas oublier qu'on ne naît pas sans abri. C'est des politiques qui mènent au sans-abrisme, et notamment les politiques d'austérité qui ont été menées incitées par l'Union européenne, qui font que, eh bien, quand vous êtes sans-abri, c'est bien souvent la suite de tout un parcours. Ce sont des politiques qui mènent au sans-abrisme. On ne devient pas sans-abri par hasard, ça ne tombe pas du ciel. C'est la suite d'une situation de précarité. C'est quand votre salaire ne vous permet pas de vivre, quand vous devez choisir entre payer votre loyer ou donner à manger à vos enfants. Et bien souvent, ces politiques d'austérité, elles sont le résultat de politiques d'austérité qui sont menées à l'échelle de l'Union européenne. Donc, il s'agit de changer, de faire en sorte que désormais les choix publics, les choix politiques de l'Union européenne, ils ne soient pas guidés à l'aune des règles du marché, mais à l'aune de l'urgence sociale. Et c'est ça qui permettra de sortir les 700 000 personnes sans abri, de leur donner un logement. Je veux dire à Joao qu'il se trompe s'il met en concurrence les différentes situations de précarité. Et quand on est sans abri, ce n'est pas un choix, Joao. Quand on est sans abri, ce n'est pas un choix délibéré, c'est bien souvent, la plupart du temps, l'extrême majorité, la grande majorité du temps, le résultat d'une situation de pauvreté. Vous perdez votre travail, donc vous perdez votre travail, vous n'êtes plus en capacité de payer votre loyer, du coup vous avez un avis d'expulsion, et du coup vous vous retrouvez comme ça à la rue et vous accumulez les problèmes sociaux bien souvent, les problèmes d'alcoolisme, les problèmes de santé. Et d'abord, la solution pour les sans-abri, c'est effectivement de leur donner un hébergement, de conduire vers un logement stable, et bien souvent il y a un ensemble de dispositifs sociaux d'accompagnement pour la réinsertion qui sont des mesures de réinsertion sociale particulières. Ça ne s'oppose pas, bien évidemment, c'est pas parce qu'on donne un hébergement à un sans-abri qu'on va mettre des bâtons dans les roues aux jeunes qui lui aussi galèrent, qui lui aussi est victime de la crise du logement. Joao, par contre, je veux vous dire que vous avez raison de dire que la crise du logement ne concerne pas que les sans-abri aujourd'hui. Aujourd'hui, le parc de logements privés est devenu inaccessible à une partie de la population qui avant y avait accès. Et effectivement, maintenant, même quand on travaille, même quand on a un salaire, le niveau des loyers est tel dans le parc privé que c'est un parcours du combattant pour avoir accès à un logement. Et la pénurie est telle dans certaines zones, ce qu'on appelle les zones tendues au niveau du parc de logement, on entretient cette pénurie de façon artificielle, ce qui fait que quand vous cherchez un logement, eh bien, il y en a tellement peu
que le propriétaire en face. Les propriétaires peuvent se permettre d'augmenter les prix. Et donc, il faut agir des deux côtés. Il faut agir des deux côtés, et notamment au sein de l'Union européenne, par exemple, nous considérons qu'il faut changer le groupe cible, la caractérisation du groupe cible destiné au logement social. Parce que jusque-là, le logement social était vu comme un logement pour les plus pauvres, pour les plus vulnérables. Et comme je vous le disais, avec notamment les conséquences sociales de la pandémie, mais pas que, hein, c'est une évolution qui a cours depuis bien avant le Covid. En tout cas, il faut, pour rééquilibrer les choses et pour baisser le prix des loyers dans le parc privé, il faut construire du logement public, pas uniquement à destination des plus pauvres. Et jusque-là, l'Union européenne, elle a dit, comme vous voyez par exemple les Pays-Bas qui ont été condamnés par la Commission européenne parce qu'ils avaient cette politique-là d'investir dans le logement public, mais pas uniquement pour les plus pauvres, aussi pour les classes dites moyennes, même si bon, cette terminologie ne veut pas dire grand-chose. Et donc, nous voulons changer le groupe cible. Ça a fait l'objet d'ailleurs d'une proposition dans un rapport d'initiative pour le logement abordable au sein de la Commission emploi affaires sociales. On sent que les grilles de lecture, les mentalités sont en train de changer à l'Union européenne là-dessus pour dire qu'il faut investir dans le logement social, pas uniquement pour les plus pauvres. Après, bien évidemment, chacun paye en fonction de ses revenus. Hein. Si vous êtes en très bas revenu, vous allez payer moins que quelqu'un qui a plus de revenus. Mais en tout cas, le logement public, maintenant, ça ne doit plus être que pour les plus pauvres. Et c'est ça qui permettra de rééquilibrer les prix du marché privé. Chris a raison. J'aime beaucoup sa comparaison qui est assez rigolote. La métaphore, ce n'est pas de la nourriture à donner, effectivement. Un logement, c'est pas du one shot, c'est pas du ponctuel, mais c'est ce qui permet de construire sa vie sur du long terme. Et vous voyez, c'est pour ça que de plus en plus, en lieu et place de l'hébergement d'urgence, pour la politique d'hébergement des sans-abri, donc des personnes les plus vulnérables, les 700 000 personnes qui sont dans la rue aujourd'hui dans l'Union européenne, eh bien la solution qui doit être celle de leur donner un logement abordable, d'aller vers un logement et non pas un dispositif d'hébergement d'urgence ponctuel. Bien évidemment, quand on sort de la rue, on a besoin, vraiment l'urgence, c'est d'avoir un toit sur la tête tout simplement. Mais il faut rapidement mettre en place les moyens avec les travailleurs sociaux, avec le système de santé bien souvent, parce qu'on a des personnes qui, après plusieurs mois, voire années dans la rue, ont besoin d'un accompagnement sanitaire, un accompagnement social, d'aller vers un dispositif, vers le logement abordable, le dispositif qu'on appelle le logement d'abord, Housing First, où vous avez des dispositifs comme des pensions de famille, par exemple, où au lieu de donner juste simplement un lit ou un hôtel où ça coûte énormément d'argent quand les pouvoirs publics vont subventionner, comme par exemple ici à Paris, on va payer des marchands de sommeil, enfin ce qu'on appelle des marchands de sommeil, des hôteliers pour qu'ils hébergent les personnes parce qu'on n'a pas assez de places d'hébergement d'urgence. Le problème, c'est que ça coûte très, très cher et ce n'est pas une solution. On peut plutôt aller vers des solutions stables, durables, où on met en place tout l'accompagnement social à côté de l'hébergement et où le but, c'est d'héberger les personnes. Après, quand on regarde au-delà des sans-abri, pour le tout un chacun, donc nous parlions tout à l'heure, le jeune qui a besoin d'un logement, qui vient d'avoir son premier emploi, qui bien souvent se retrouve un premier emploi qui n'est pas un emploi stable. Donc, quand vous avez en face dans le parc privé des propriétaires qui vous demandent un emploi stable, de gagner 3 fois le prix du loyer, eh bien, vous n'avez pas accès au parc privé. Là encore, la solution, c'est la construction de logements sur le long terme, parce que ça permet de construire sa vie. Hein. Et donc, merci Chris pour cette comparaison. Non, le logement n'est pas une nourriture comme ça qu'on met dans la bouche, mais c'est bel et bien une construction qui permet la stabilité sociale et la stabilité de vie.